Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV 78. Nous sommes le jeudi 7 mars. Voici le programme de ce soir. 7 mois après les émeutes urbaines survenues au début de l'été dernier, l'heure est au bilan. Comment les villes yvelinoises tentent de tourner la page si les stigmates sont encore visibles à la Verrière? Mantes-la-Jolie vient d'inaugurer sa nouvelle mairie de quartier et son nouveau complexe sportif. Les élections européennes auront lieu le 9 juin prochain. Pour l'occasion, la maison Jean Monnet de Bazoches-sur-Guyonne se mobilise. Exposition, conférences, débats, l'objectif, sensibiliser les Yvelinois sur l'importance de voter durant ce scrutin. Et le jeudi, comme d'habitude, nous vous donnerons nos idées de sortie pour le week-end. Au programme de ce soir, le Salon du chocolat à Villennes-sur-Seine, la mythique foire de Chatou ou encore le festival électrochic qui fait vibrer Versailles Grand Parc. Enfin, après la Coupe du Monde féminine et les JO de Paris 2024 qui arrivent, le football féminin décolle. À Elancourt, les effectifs s'étoffent et certaines joueuses sont repérées par des grands clubs. On en parle avec les invités du 7-8. Mais avant, retour en arrière, c'était il y a 7 mois, fin juin, des émeutes urbaines ont éclaté partout en France. Dans les Yvelines, de nombreuses villes ont été touchées par des incendies et des dégradations. Plusieurs mois après, les dégâts sont encore bien présents dans certaines communes, tandis que d'autres avancent et essaient de panser leurs plaies. C'était il y a 7 mois, fin juin, des émeutes urbaines ont éclaté après la mort de Naël, un jeune tué par un policier à Nanterre. 7 mois après, les dégâts sont encore visibles à la Verrière. Les 2 écoles brûlées sont toujours détruites. Une procédure de reconstruction longue, une enquête a retardé les travaux. Aujourd'hui, ce sont les assurances qui entrent en jeu. Donc l'école était mise sous scellé, on avait interdiction de y aller. L'enquête a eu lieu, il y a eu des personnes qui ont été incarcérées, il y aura un procès. Et puis ensuite, on attend les assurances. Et donc tout le travail là actuel, c'est le chiffrage de la part des assurances, mais aussi du côté ville. On a recruté un économiste pour faire une contre-expertise, pour essayer d'avoir vraiment le chiffre le plus réaliste possible. Et alors qu'à la Verrière, les travaux n'ont toujours pas commencé pour les écoles incendiées, Mantes-la-Jolie inaugurait le 2 mars 2 nouveaux bâtiments, sa nouvelle mairie de quartier du Val-Fouré et son nouveau complexe sportif à Bignaré, grâce notamment à un coup de pouce de la région Île-de-France. Le problème, c'est que dans les villes comme les nôtres, c'est que nous sommes des villes pauvres et nous avons beaucoup de besoins. Donc tous les partenaires sont les bienvenus pour nous aider. Et Valérie Pécresse a vraiment répondu présent dès qu'on a eu besoin d'elle. Donc elle aussi, elle nous a aidés à accélérer le mouvement. Et aujourd'hui, on se dit que 6-7 mois après, on a réussi. Donc on est fiers du travail accompli, mais on sait que le plus dur maintenant, c'est de maintenir ces équipements au plus haut niveau. Suite aux émeutes, la région a mis en place un fonds anti-émeutes de 20 millions d'euros pour aider les communes les plus touchées. C'est un symbole que la République ne quitte pas les territoires, qu'aucun territoire ne doit être délaissé, quels que soient les agissements, les actes, la délinquance qui s'attaque au symbole de la République. Donc ça, c'était important. Et puis, pour le service public qui est rendu aussi aux habitants du Val-Fouré. Nous allons bien sûr accompagner la Verrière dans la reconstruction. Au-delà de l'urgence, vous savez, nous accompagnons déjà les communes dans tous leurs projets. Nous avons notamment ce qu'on appelle les contrats d'aménagement régionaux, qui sont des contrats où on finance des équipements dans la ville jusqu'à 1 million d'euros pour financer les projets de chaque ville. Au total, la reconstruction de la mairie du quartier du Val-Fouré a coûté près d'1,5 million d'euros. C'est 700 000 euros qui ont été dépensés pour le nouveau complexe sportif à Bignaré. Le montant de la reconstruction des 2 écoles à la Verrière est toujours en cours d'estimation. Allez, c'est l'heure de faire le point sur le reste des informations à retenir aujourd'hui dans les Yvelines. Et c'est avec vous, Gabrielle Gontier, bonsoir. Bonsoir Mathilde. On commence avec la grève des enseignants. Ils ont manifesté aujourd'hui. Oui, élèves, professeurs et parents d'élèves se sont une nouvelle fois mobilisés dans les Yvelines. Ce matin, une vingtaine de rassemblements avaient lieu, comme à Elancourt, Trappes, Bois d'Arcy ou encore Plaisir, où plus de 100 personnes se sont réunies devant la mairie. Ils dénoncent la réforme du choc des savoirs qui propose de constituer des groupes de niveau, une réforme qualifiée de tri social par les syndicats enseignants, réclamant également plus de moyens. Les élections européennes auront lieu le 9 juin prochain et à l'approche du scrutin, les équipes de campagne se dévoilent. Oui, Othman Nasrou, le vice-président de la région Île-de-France et président de la Fédération départementale des Républicains dans les Yvelines, a été nommé ce mardi directeur de campagne de ce même parti pour les élections européennes. Il devrait organiser et mobiliser tous les moyens nécessaires pour obtenir les meilleurs résultats pour la liste menée par le Versaillais François-Xavier Bellamy.
Demain, c'est la journée internationale des droits des femmes et de nombreuses communes saint-quentinoises se mobilisent. Oui, à Élancourt, par exemple, le centre social L'Agora accueille jusqu'au 10 mars les visiteurs pour une exposition photo sur les moments marquants et les grandes personnalités ayant aidé pour l'accès aux droits aux femmes. Demain, à la Verrière, le Club Ado proposera aux jeunes un apéro-débat sur le thème Victoire des femmes entre 18h et 20h. À Montigny-le-Bretonneux, c'est le club d'Aikido qui présentera aux femmes une découverte de la discipline. L'objectif, développer ses compétences physiques et sa confiance en soi pour dépasser ses peurs, notamment face à d'éventuelles agressions physiques. On continue à présent avec une information spatiale, Gabrielle. Oui, la fusée Ariane 6 continue son assemblage en Guyane. L'étage supérieur et l'étage principal sont actuellement ajoutés au corps central de la fusée. Si l'étage supérieur est fabriqué à Brême, le principal a été conçu dans l'usine des Mureaux. Un vol inaugural est prévu cet été à Kourou, en Guyane. Et enfin, on termine avec une arrivée insolite. Le chat de Philippe Géluc a désormais sa statue à Montigny-le-Bretonneux. Oui, la statue en bronze, le dieu du stade, a pris place devant le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Le célèbre chat apparaît pour la première fois en 1983 dans le journal Le Soir. Un personnage habillé de manière sérieuse avec costume et cravate, mais disant beaucoup de bêtises. L'inauguration est actuellement en cours en présence de l'auteur belge. Et c'est bien la statue de Philippe Géluc et pas Géluc. Merci beaucoup Gabriel Gontier pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi vous voyez une image ou une information qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. On l'a dit, le 9 juin prochain, ce seront les élections européennes en France, un scrutin habituellement marqué par l'abstention. En 2019, elle avait atteint quasiment les 50%. Et c'est justement pour limiter cette abstention que la maison Jean Monnet, basée à Bazoches-sur-Guyonne, se mobilise en vue de cette échéance. Elle organise tout un programme d'événements gratuits. Le reportage de Jérémy Meffray et Grégory Canalet. Quel est le rôle du Parlement européen qui préside cette assemblée ? Une petite balade dans le parc de la maison Jean Monnet pourra vous éclairer. Le site niché à Bazoches-sur-Guyonne propose au public une exposition gratuite jusqu'au 9 juin prochain, date des élections européennes en France. Il est vrai que le musée de la maison Jean Monnet est beaucoup centré sur le côté historique, mais avec toujours un regard vers le présent. Et la maison Jean Monnet se veut aussi un lieu de débat, d'échange pour informer les citoyens aussi sur des enjeux et des thématiques actuelles. L'actualité est riche cette année pour ce service du Parlement européen. C'est pourquoi la maison Jean Monnet se mobilise pour parler de ces élections habituellement boudées dans les urnes. Seul un Français sur deux avait voté lors du dernier scrutin en 2019. Les enjeux sont pourtant nombreux. Le Parlement européen a des pouvoirs qui peuvent avoir un impact sur les vies de nous tous. C'est pour cela qu'il était important d'aller exprimer sa préférence, d'aller exprimer sa voix. Et jusqu'au 9 juin, la maison Jean Monnet organise un programme d'événements gratuits autour des élections européennes, des cafés-débats comme le 9 mars autour des droits des femmes, ou encore des animations culturelles hors les murs. Une exposition sur les femmes pionnières de l'Europe sera visible jusqu'au 24 mars face à la mairie du Tremblay-sur-Mauldre, et une expo en ligne, Voter une histoire européenne, est à consulter en ce moment sur le site internet de la maison Jean Monnet. Focus à présent sur une entreprise saint-quentinoise installée à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Sky Thérapeutique développe depuis plus de 20 ans un traitement contre la myopathie de Duchenne. L'année dernière, la société a lancé pour la première fois un essai clinique, le reportage de Clara de Frutos. Et si le premier traitement contre la myopathie de Duchenne avait été trouvé ici, par Sky Thérapeutique ? Depuis plus de 20 ans, cette entreprise créée au sein de l'UFR de médecine de Saint-Quentin en Yvelines multiplie les recherches. Leur objectif, aboutir à un traitement qui changerait le quotidien des patients. Une première pour le laboratoire. Un essai clinique de sa molécule Sky 51 a été lancé en juin 2023 sur 12 patients. Il devrait durer 2 ans. On a eu l'autorisation de commencer notre essai clinique de phase 1-2A. Tous les patients suivent la même progression. C'est la phase 1, c'est une phase de sécurité. On ne regarde que la sécurité, là. On ne regarde pas l'efficacité. Et ce qu'on voit, c'est que pour le moment, tous les patients font leur escalade à peu près normalement. On n'a pas observé d'effets indésirables liés aux médicaments. La myopathie de Duchenne est une maladie neuromusculaire rare qui touche le plus souvent les garçons. Elle est causée par des anomalies sur le chromosome X. Conséquence,
La protéine qui est essentielle pour permettre aux muscles de bouger et de résister aux forces qui leur sont imposées est absente. Chaque année, la myopathie de Duchenne touche 150 à 200 garçons nouveau-nés en France selon l'INSERM. Et environ 2500 personnes sont affectées par la maladie dans l'Hexagone. C'est une maladie évidemment très grave qui conduit les enfants à... D'abord ils se développent normalement et puis après ils perdent leur force progressivement et donc ils perdent la marche. Et ensuite, leur capacité à respirer est moindre, donc voilà, ils perdent leur capacité respiratoire et le cœur aussi peut être touché puisque c'est un muscle. À ce jour, les médicaments prescrits permettent seulement de ralentir la progression de la maladie, mais pas de la guérir. En cas d'essai concluant, Sky Thérapeutique pourrait être la première entreprise à avoir mis au point un traitement capable de restaurer les capacités motrices des patients. Direction à présent le centre commercial Au Shopping Grand Plaisir. Hier, la galerie d'Auchan recevait la nouvelle Miss France 2024. Le temps d'un après-midi, les Yvelinois ont ainsi pu aller à la rencontre d'Ève Gilles. Gabriel Gontier a suivi cette rencontre qui a rassemblé près de 2500 personnes. Regardez. On va bientôt ouvrir les barrières. Vous allez pouvoir rencontrer Miss France. Première dédicace et première séance photo dans les Yvelines pour Ève Gilles, Miss France 2024. À 20 ans, la nordiste élue le 16 décembre dernier était de passage au centre commercial Au Shopping Grand Plaisir, le temps d'un après-midi. Une rencontre immanquable pour cette mère et sa fille. Elle est jolie. Elle est très jolie et en plus, partout on l'a vue, elle est très sympathique. Elle est joyeuse, elle a un super sourire. Et voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. C'est un peu ému, non? Ouais. C'est quand même la plus belle femme de France. Comme elle, près de 2500 personnes ont fait le déplacement, attendant parfois plusieurs heures pour rencontrer la reine de beauté. On est venu voir la belle Miss France de cette année pour faire plaisir à nos enfants. Voilà. On passe un après-midi convivial. Pour réaliser un rêve de petite fille, j'ai passé l'âge des Miss France et puis pour voir ces petites étincelles dans leurs yeux, c'est magique. Et puis c'est quelqu'un qui, je trouve, est au goût du jour. Elle est comme elle est, elle s'assume et on devrait toutes le faire. Une Miss France moderne qui symbolise la diversité féminine et qui pourrait bien faire naître quelques vocations. C'est toujours un plaisir de voir que Miss France rassemble et que les gens ont envie de venir me voir, ont envie de parler avec moi et c'est un bonheur. C'est le public qui nous a élus, c'est le public qui nous voit chaque jour, c'est celui qui nous suit, c'est celui qui fait la force de cette année Miss France. Une année Miss France qui ne fait que commencer pour Ève Gilles qui va poursuivre sa tournée des régions jusqu'à la fin de son règne. Allez, c'est l'heure d'ouvrir une page loisirs dans votre 7-8. Et comme d'habitude, on ouvre cette page loisirs avec vos idées de sortie pour le week-end. Gabriel, on commence avec un rendez-vous à ne pas manquer à l'occasion du 8 mars au château de Versailles. Oui, on en a un petit peu parlé, Mathilde. Pour la journée internationale du droit des femmes, le château propose une programmation exceptionnelle mettant à l'honneur les figures féminines qui ont influencé la vie du château de Versailles. Au programme visite guidée autour des figures de Marie-Antoinette ou encore Madame du Barry. Une table ronde plus contemporaine est organisée ce 8 mars sur la place des femmes dans l'entrepreneuriat. Direction à présent Villaines-sur-Seine où un rendez-vous attend les amateurs de chocolat, Gabriel. Oui, en attendant Pâques, je vous propose un salon du chocolat. Ça se passe ce week-end à Villaines-sur-Seine. Au programme, plus de 20 exposants autour du thème du chocolat, mais aussi d'autres produits salés ou sucrés. L'entrée est à 3 € et les profits seront reversés aux œuvres sociales du Lions Club, organisateur de l'événement. Eh bien, ça a l'air bien appétissant. Ce week-end, c'est aussi le retour de la foire de Chatou. Oui, le rendez-vous préféré des chineurs revient dès demain et jusqu'au 17 mars. C'est la 106e édition de la foire internationale de Chatou. Mathilde, cette année encore, la plus célèbre et ancienne foire de France propose une multitude de pièces d'antiquité et d'art du XXe siècle. 340 exposants seront présents, dont 35 nouveaux. Autre temps fort de la foire, les stands dédiés au patrimoine gastronomique français.
français. À chaque édition, le rendez-vous rassemble plus de 25 000 visiteurs. Et vous nous parliez du patrimoine gastronomique français. Ce week-end se tient justement la première édition de l'événement Saveurs Olympiques à Rambouillet. Qu'est-ce que c'est exactement ? Oui, Mathilde, cap sur les Jeux Olympiques avec cet événement qui propose une rencontre unique entre gastronomie, sport et agriculture. L'objectif, mettre en avant les terres yvelinoises et notamment les villes qui serviront de centre de préparation aux Jeux de Paris 2024. Au programme, découverte des métiers agricoles, du patrimoine culinaire français et enfin, bien sûr, des animations autour du sport et de l'olympisme. D'autres rendez-vous sont à prévoir. Et enfin, Gabrielle, on termine avec un rendez-vous musical. Oui, le festival Electrochic, rendez-vous électro de l'Ouest parisien, revient pour une 8e édition. Cette année encore, une programmation éclectique est proposée au travers de plusieurs villes du département. Parmi les artistes à découvrir ce week-end, le Calédonien Sacha Terra, Turfu ou encore Makoto San. On écoute un extrait. Et donc Makoto San sera en concert le vendredi 8 mars à 20h30 à la MJC de Chaville. Pour connaître tout le programme, rendez-vous sur le site internet du Festival Electrochic qui s'affiche en bas de votre écran. Merci beaucoup Gabrielle Gontier pour toutes ces idées de sortie. On poursuit cette page loisirs avec un autre concert. C'est l'une des révélations de la nouvelle scène musicale de La Réunion. Victime d'inceste, Anne O'Haraud a choisi la musique comme exutoire. La batterie de Guyancourt vous donne 3 raisons d'aller la voir. Bonjour, je m'appelle Benjamin Guillot, je suis responsable des relations avec les publics et de l'action culturelle pour les scènes de Guyancourt. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 bonnes raisons de vous rendre à la batterie et plus précisément à l'auditorium de la batterie pour assister au concert de Anne O'Haraud. Première raison, le Maloya. Anne O'Haraud, révélation de la scène musicale de l'île de la Réunion, revisite ce genre musical, le Maloya, emblématique de l'océan Indien. Un genre musical qui tire ses origines de la traite des esclaves, et notamment d'Afrique de l'Est et de Madagascar. Deuxième raison, la force du propos. Anne O'Haraud, poétesse créole et chanteuse, s'empare de sujets graves, sans détour, l'alcoolisme, la domination coloniale ou les violences faites aux femmes. La troisième raison, c'est que Anne O'Haraud donne un exemple vibrant de ce que peut être un chant de courage et de révolte. Elle sera accompagnée par Teddy Dennis au trombone et chant et par Bino O'Haraud aux percussions et chant. C'était les 3 bonnes raisons d'aller voir Anne O'Haraud en concert à l'auditorium le mardi 19 mars à 20h30. Et c'est bientôt l'heure de passer aux invités du 7-8, mais avant, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain et de ce week-end. Demain matin, le beau temps sera toujours de la partie. Le ciel sera bien dégagé. Au niveau des températures, il fera en moyenne 4 degrés sur l'ensemble du département. L'après-midi, pas de grands changements. Le soleil sera toujours bien présent. Et côté température, il fera entre 13 et 12 degrés. Pour les prévisions météo de ce week-end, ça se gâte un peu. Samedi, le temps sera nuageux et pluvieux du côté de Houdan et de Rambouillet. Vers Mantes-la-Jolie et Versailles, le soleil devrait faire quelques apparitions. Et il fera en moyenne 8 degrés le matin et 10 degrés l'après-midi. Dimanche, les conditions seront meilleures, le temps devrait rester sec, pas de pluie de prévu, avec en moyenne 7 degrés le matin et 11 degrés l'après-midi. C'est l'heure à présent de passer aux invités du 7-8.
Et ce soir, avec les invités du 7-8, nous allons parler de football féminin avec l'Olympique Sporting Club d'Elancourt. Ahmed Temli, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le coach de la section U19 féminine. En face de vous, Caroline Bellamy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes capitaine des seniors, de l'équipe senior féminine, pardon. Et enfin, Émilie Lemort, bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie de cette équipe senior féminine. Alors, depuis quelques années, le nombre de joueuses augmente au sein de l'OSCE. On parle de combien de nouvelles licenciées exactement, Ahmed ? Sur cette année, en prenant l'année dernière, on est à 33 joueuses supplémentaires sur toutes les catégories. Sur toutes les catégories. Ouais. Et donc aujourd'hui, vous avez combien d'équipes féminines ? Ce qui fait un nombre de 133 joueuses pour exactement 8 équipes. Plusieurs qui sont réparties sur plusieurs catégories, qui va des filles au foot jusqu'aux seniors. Donc avant, vous aviez 8 équipes. Non, aujourd'hui, vous avez 8 équipes. Avant, vous en aviez combien ? On avait 6 équipes. 6 équipes. Donc une belle augmentation. Comment est-ce que vous expliquez cette augmentation ? C'est un travail qui a été fait au niveau des éducateurs du club, parce qu'on est censé aussi faire le recrutement. On a des journées portes ouvertes pour accueillir un peu tout le monde, mais de notre côté aussi, on doit aussi un peu aller frapper à droite, à gauche et essayer de convaincre les filles de venir chez nous, grâce au projet qu'on est en train de mettre à exécution, qui se passe plutôt bien pour l'instant. Est-ce que vous pensez que les bons résultats des femmes durant la Coupe du Monde féminine de football a aussi suscité cet engouement ? Oui, je pense que ça a joué pour beaucoup, surtout au niveau de la catégorie des 15, où on a eu justement un nombre de joueuses significatif, on va dire, qu'il y en a pas mal qui sont venues juste après la Coupe du Monde féminine, donc je pense que ça a eu quand même un impact. Émilie Lemort, je vois que vous hochez la tête. Pour vous, oui, pour moi, c'est un engouement. Ouais. Quand on voit l'équipe nationale féminine qui crée cet engouement auprès des jeunes. La communication, on le voit sur les réseaux sociaux, tout ça. Les filles, elles suivent certaines joueuses et je pense que ça donne envie du coup de s'inscrire dans les clubs féminins. Vous faites du football depuis combien de temps ? Et moi, depuis là, c'est la première année que je prends une licence. D'accord. Et du coup, là, je découvre cette pratique parce que moi, du coup, à mon époque, la pratique du foot féminin, c'était pas encore très, très ouvert. Donc du coup, j'avais pas pu le pratiquer. Ouais. Il y a encore beaucoup de clichés qui existent autour du football féminin. Il y en a toujours. Il y en a toujours ? Qu'on ait des garçons manqués, qu'on ne sait pas jouer au foot, qu'on est lente, etc. Mais à nous de prouver le contraire aussi sur le terrain. Vous voyez quand même une évolution, ça s'améliore ou pas ? Oui, quand même. Ouais, quand même. Si, quand même. Il y a des stéréotypes qui changent, des mentalités changent aussi, beaucoup plus de coachs, beaucoup plus des terrains accessibles, des horaires d'entraînement, même des rencontres. On peut même faire des tournois maintenant. Je trouve que c'est... Oui, et puis le nombre de licenciés le prouve de toute façon. Oui, avant tout ça existait moins, Ahmed ? Oui, puisqu'au début du commencement, on va dire, du foot féminin et Elancourt, il n'y avait qu'une équipe senior et c'était à peu près 13 licences. D'accord. Donc ça a bien évolué. Ouais, ça a bien changé depuis, oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de pratiquer ce sport, vous, personnellement, Émilie et Caroline ? Moi, déjà, c'était le sport dans la vie d'une femme. Je trouve ça que c'est très important de garder cette pratique-là, avoir une vie assez saine et de pratiquer du sport le plus longtemps possible dans sa vie. Je pense que c'est important. Et puis après, ce qui m'a plu, c'est l'esprit d'équipe. Voilà. Et vous, Caroline ? Moi, c'est depuis toute petite une accroche pour ce sport. J'en fais depuis mes 7 ans et j'ai jamais décroché. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes filles, aux femmes qui ont envie de pratiquer ce sport mais qui n'osent pas justement par peur des regards et des critiques, comme vous disiez, sur le fait que ça fait garçon manqué ? Je pense qu'on commence tous quelque part, qu'il ne faut pas avoir peur et en tout cas, ils sont les bienvenus à Elancourt. Et alors, quels sont les objectifs pour l'équipe senior cette année ? La montée en R3. Donc là, il nous reste 3 matchs pour finaliser ou pas cet objectif. Vous pensez que c'est accessible ? C'est toujours accessible. Le temps que les matchs ne sont pas terminés, on a encore de l'espoir et c'est possible. Je pense qu'on en est capable. Et pour les autres équipes, quels sont les objectifs ? Pour les autres équipes, il n'y a pas forcément un objectif de gagner le championnat. C'est plus un apprentissage pour qu'elles évoluent et justement pour qu'elles soient prêtes pour les catégories supérieures.
En 18, c'est ce qu'on prépare. Comme on a eu beaucoup de recrues, il faut les apprendre à jouer ensemble et il faut gommer un peu ce qu'elles avaient appris avant, ce qui n'est pas forcément correct, et peaufiner ce qu'il y avait de bien aussi avant. Et pour les 15, c'est aussi de les préparer au foot à 11, parce qu'en 15, pour l'instant chez nous, elles sont au foot à 8. Et quand elles passeront en 18, elles seront au foot à 11. Donc on essaie de les préparer à ça et de faire en sorte qu'elles soient prêtes pour les objectifs de l'année prochaine, c'est-à-dire viser une montée en R2 en 18, pourquoi pas. C'est différent de coacher des filles que des garçons? Très 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 différent. C'est très différent. Après au début on y va à tâtons un peu, on essaye de jauger un peu, puisqu'avec les garçons c'est vrai qu'on a tendance à être plus dur et moins faire attention à ce qu'ils pensent ou à ce qu'ils ont envie. Donc c'est vraiment un peu plus mécanique, c'est plus robotisé. Chez les filles, il faut faire un peu attention à la façon dont on s'exprime, à la façon dont on leur donne certains ordres, leur dire de faire certaines choses. Il faut faire très attention à ça, puisqu'après ils peuvent le prendre mal, alors que chez les garçons, ils sont habitués à ça depuis petit, donc ils savent que c'est simplement une remarque footballistique, quoi. Vous confirmez, Caroline, Émilie? Oui, je pense que les filles, on prend les choses peut-être beaucoup plus à cœur ou sensible. La sensibilité est différente, ça c'est sûr. Un garçon et une fille, c'est pas pareil. Et je pense qu'il faut s'adapter aussi aux filles. Mais maintenant, les coachs sont bien formés. Ils ont eu cette pratique-là et cette bienveillance envers les filles qui nous permet de progresser à chaque entraînement. Et alors, il y a même des filles qui passent des essais dans certains grands clubs. Oui, on a plusieurs filles qui passent des essais et certaines qui sont suivies par certains clubs. Mais pour l'instant, forcément, tant que c'est pas fait ou tant qu'ils sont toujours au stade de la surveillance, on ne peut pas trop en parler. Mais, ça reste confidentiel. Voilà. Mais oui, il y a plusieurs filles qui sont suivies, oui. Mais c'est combien de filles environ, on peut dire le chiffre Cette année, je dirais à peu près 3 ou 4. D'accord, donc quand même. Ouais. Ça vous fait quoi de savoir que certaines filles du club sont suivies et repérées? Eh ben, ça nous met un peu de baume au cœur. On se dit qu'on n'a pas fait les choses inutilement et on n'est pas forcément là pour les garder à Elancourt toute leur vie. S'ils peuvent aller plus haut et finir même professionnel, pourquoi pas? Et c'est la meilleure des choses. On a déjà certaines filles qui sont dans l'équipe des Yvelines en 15, donc on en a plutôt pas mal, ils sont déjà 4. Donc franchement c'est intéressant et ça nous permet de voir un peu où on se situe par rapport aux autres aussi. Merci beaucoup Ahmed, Caroline, Émilie d'avoir accepté notre invitation en plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de ce 7-8. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée et un excellent week-end sur TV78. Prenez soin de vous.